Nous passons maintenant à la communication suivante de Philippe Kenyon qui nous présentera la communication qui s'intitule L'emploi de Quizlet. Est-ce qu'on dit Quizlet ou Quizlet, Philippe? Quizlet. Quizlet, merci, dans l'enseignement de la terminologie. Alors, Philippe est professeur titulaire à l'Université Concordia. Il y assure actuellement le cours d'adaptation publicitaire et des cours de terminologie. Ses recherches concernent principalement les langues de spécialité des domaines économiques et l'importance de la terminologie pour les langues minoritaires. Alors, Philippe, à vous la parole. Merci. Théoriquement, vous devriez voir mon écran. Oui, c'est bon. Parfait, cool. Alors, j'aimerais premièrement commencer par dire que l'Université Concordia est située sur le territoire de la nation Kanien'kehá:ka, d'où je vous parle aujourd'hui. Et l'université est très, très ouverte à faire en sorte qu'on reconnaisse bien ce territoire. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'emploi de Quizlet dans l'enseignement de la terminologie et je vais adopter une méthodologie d'exploration et de découverte qui va non seulement démontrer comment j'applique certains raisonnements pédagogiques dans ma recherche d'outils pédagogiques également. Donc, bref présentation du plan. Donc, la première chose, c'est qu'on va avoir un petit rappel historico-pédagogique. Ensuite, on verra l'outillage technologique et la pédagogie universelle, donc le lien, quelques principes de base pour utiliser des outils technologiques dans ces cours. C'est vraiment quelques principes parce qu'on peut en avoir énormément. On verra ensuite l'outil Quizlet, je le décrirai et on ira à son exploration. Ensuite, on fera une critique de l'outil et si jamais on a le temps, on a les références. En tout, j'ai à peu près une trentaine, disons 30 exactement, diapositives à vous présenter. Donc, premier, bref rappel historico-pédagogique. Donc, l'enseignement universitaire, comme vous le savez, de la terminologie entre autres, se modernise et se modernise rapidement. Ce qui fait qu'on a un apprentissage approfondi. On essaie véritablement de faire en sorte que nos étudiants aient une vision critique et un esprit critique de leur travail, de leurs compétences, de leurs connaissances, et aussi un apprentissage accueillant, c'est-à-dire un apprentissage qui fait en sorte que tous les étudiants, peu importe leur origine, peu importe leurs problèmes, puissent se sentir accueillis en classe et, pour ainsi dire, apprendre beaucoup, beaucoup plus efficacement. Pour ce faire, on a une double révolution ou une double évolution pédagogique. Premièrement, c'est la décolonisation des cours et des programmes, bien entendu, et ce pour lutter contre le racisme systémique, parce que parfois il n'est pas perçu, contre l'intolérance et la fausse impression de supériorité. Et ça, c'est intéressant parce que parfois on ne le sait pas, mais c'est inconscient et on a une impression de supériorité. On a aussi les stratégies éducatives qui sont liées à la conception universelle de l'apprentissage et on pourra, je ne vais pas aller plus loin, mais on a aussi la conception universelle de l'évaluation qui est également important pour favoriser bien entendu l'engagement des étudiants en classe et hors de la classe, l'inclusion de tous les étudiantes et étudiants, l'expression des personnes apprenantes. Il y a certaines personnes qui hésitent à s'exprimer, donc c'est aussi un aspect pour faire en sorte que les personnes qui sont timides ou les personnes qui ont des difficultés d'élocution puissent également s'exprimer. Et c'est assez important en pédagogie. Bien entendu, cette conception universelle de l'apprentissage, je vois que, j'espère que je suis pas, ok, j'ai cru que j'étais bloqué, continue dans l'outillage, parce que si jamais on regarde les travaux de Nadia Rousseau, la pédagogie universelle s'appuie en outre sur l'outillage technologique pour renforcer l'apprentissage de tous. Et il faut dire quand même que l'outillage pédagogique, c'est un outil, ce n'est pas la manne absolue, ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit se propulser, c'est un outil tout simplement comme un autre et ça ne doit pas être perçu comme un gadget. Donc, employer correctement, la technologie à fonction éducative participe à l'éveil intellectuel des personnes apprenantes, littéralement augmenter leur esprit critique. Ce sont des activités aussi qui peuvent culminer dans l'appropriation des concepts terminologiques en terminologie. Et l'appropriation, c'est très important parce que ça permet de jouer avec les concepts qu'on apprend, avec les compétences qu'on a acquises et de les mener encore plus loin.
Le but d'un professeur ou d'une professeure, c'est fondamentalement que tous ces étudiantes et étudiants finissent par le dépasser ou la dépasser. Et bien entendu, ça culmine aussi dans la maîtrise d'activités professionnelles. Et là encore, on essaie de faire en sorte qu'on mène les étudiants, tous les étudiants à un certain point et qu'à la fin, ils soient encore meilleurs que nous, même si parfois ils ne se sentent pas prêts au marché du travail. Quelques temps après être entrés sur le marché du travail, ils peuvent prendre leurs compétences et les mener beaucoup, beaucoup plus loin. C'est comme ça qu'on évolue littéralement. Donc, quelques principes de base qu'il faut connaître, et c'est des principes très, très pédagogiques pour ces cours. Et on va diviser ça en deux parts, avant le début des cours et ensuite après le début des cours. Donc, pas après le cours, mais après le début des cours. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut s'autoriser à changer d'approche et de pratique lors d'une telle transition. En d'autres termes, quand on prévoit utiliser des outils technologiques, il ne faut pas le faire rapidement. Il faut vraiment avoir une bonne approche, une bonne méthodologie et bien réfléchir à ce que l'on fait. Et même si les objectifs du cours demeurent les mêmes, parfois on peut avoir l'impression que c'est facile. Ce n'est pas plus facile parce que les objectifs du cours restent les mêmes. Ne pas remettre à plus tard la prise en main de ce qui sera son enseignement. Et ça, c'est super important parce qu'on ne veut pas encore une fois être pris de court devant certaines questions et certaines pratiques que l'on pourrait avoir et pour lesquelles on n'aurait pas de réponse. Bien entendu, c'est pour avoir le temps de s'approprier les nouveaux outils d'enseignement également. Il faut les maîtriser pour ne pas paraître un petit peu nul devant ces étudiantes et étudiants. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Ça, Laurence en a fait aussi mention hier. Donc, on a des centres d'apprentissage et des centres d'aide à l'enseignement et à l'apprentissage. Donc, c'est très important de demander de l'aide, même à ses collègues. Utiliser des outils variés pour présenter la manière afin de stimuler l'intérêt des étudiants. Ça, c'est tiré d'un manuel et d'un code de l'Université Laval qui est sorti en 2016. Avec beaucoup de critères et j'ai trouvé ça formidable. Donc, ce qui est important fondamentalement, c'est de ne pas toujours utiliser les mêmes outils dans un cours. Donc, varier les outils qui sont aussi bien technologiques qu'autres. Et bien sûr, ne pas croire que tous les jeunes sont bons avec la technologie ou comme les appelait Laurence hier, des dieux numériques, parce qu'ils ne le sont pas, ils sont loin de ça. Et parfois, c'est assez ahurissant de savoir qu'il faut donner presque un cours technologique à des étudiants que l'on pourrait croire être nés avec ça. Après le début du cours, donc, établir et maintenir une communication humaine est la plus complète possible. Donc, la technologie, ça fait en sorte que les personnes peuvent se sentir isolées ou des personnes qui aiment beaucoup travailler seules peuvent tout simplement refuser de travailler avec d'autres personnes. Ce qu'il faut, c'est dans ce cas-là établir des liens qui sont très solides et des liens qui semblent naturels aux étudiants, donc avec une communication aisée, diverses formes de communication orale, écrite et des courriels, etc. Bien sûr, il ne faut pas confondre le besoin de clarté avec un manque d'autonomie. Donc, c'est important d'être très clair dans ce que l'on attend des étudiants et ce sur quoi ils doivent travailler et comment ils doivent travailler. Parce qu'une personne qui ne comprend pas, ce n'est pas parce qu'elle manque d'autonomie intellectuelle, c'est tout simplement parce qu'elle ne comprend pas. Et parfois, c'est parce qu'on a mal expliqué les choses. Faire preuve de souplesse tout en étant raisonnable et équitable. Ce n'est pas tout le monde qui apprend avec la technologie ou d'autres façons, de la même façon, ni à la même vitesse. Donc, il faut être souple. Et il y a de plus en plus d'étudiants, vous le savez, qui sont des étudiants qui souffrent de problèmes, qui ont des problèmes mentaux ou physiques, etc. Et donc, ces handicaps peuvent faire en sorte qu'ils apprennent moins rapidement. Il faut en tenir compte également. Bien entendu, inviter les étudiants à signaler les problèmes liés aux ressources et à l'accès et au site web. Ça vient encore de l'Université Laval. Et comme disait tout de suite Léa, c'est ce qu'on appelle la rétroaction. Donc, les étudiants, fondamentalement, peuvent faire de la rétroaction et dire à leurs enseignantes et enseignants, ça ne marche pas et voici pourquoi pour moi, ça ne marche pas.
Donc, on peut être plus à l'aise et de cette façon-là, on peut adapter nos cours et les outils qu'on utilise. Et même parfois rejeter des outils qu'on utilise parce qu'ils ne sont pas adaptés à certains étudiants ou à tous nos étudiants. Donc, on va parler un petit peu de Quizlet. Alors, Quizlet, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est une personne qui l'a créé. Et cette personne-là l'a créé pour ses cours de français. J'ai trouvé ça tellement cool. Je me suis dit, c'est intéressant. Et c'est Andrew Sutherland qui a créé ça en 2005. Et en anglais, il dit « he aced it ». Donc, il a vraiment eu une excellente note en prenant une certaine stratégie, qui est une stratégie qui n'est pas nouvelle fondamentalement, c'est tout simplement des cartes de mémoire. Donc, en décembre 2021, Quizlet comptait déjà 500 millions de cartes produites par 60 millions d'usagers. Et ça, c'est selon Wikipédia. Donc, je n'ai pas plus de nouvelles que ça et plus ou moins officielles sur le sujet. Grâce à ce site, bien entendu, Quizlet, on peut créer des listes de vocabulaire et de concepts à retenir. Donc, Quizlet crée des exercices aussi à partir de ces listes. On verra d'ailleurs un exemple. Et il y a parfois des nouveautés qui viennent s'ajouter. Et par exemple, on verra un exemple de ça, l'option diagramme qui permet de localiser les concepts ou le lexique sur une image en particulier. On verra, comme je dis, un exemple. Alors maintenant, on va prendre l'idée de Quizlet et du pourquoi. Pourquoi? Parce que selon moi, c'est un excellent outil pédagogique pour apprendre et pour la révision des notions. Pour un cours de terminologie, c'est cool. Je dois avouer que les cartes, ça me fait toujours penser aux fiches terminologiques et je dois, comme je vais le dire un peu plus tard encore, j'utilise des cartes papier déjà dans mes cours. Donc, ça marche. Alors, explorons ce site. Et là, je vais vous montrer comment je fais pour explorer en même temps quelque chose pour voir si c'est bon ou pas bon. Ça, c'est un exemple flagrant, épatant d'ailleurs. Donc, quand je vais, et c'est sur un site, la première chose qu'on voit, c'était ça. Devenir imbattable avec Quizlet, c'est cute, c'est cool, et c'est assez bon. Et maintenant, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Donc, mon premier réflexe, c'est, bon, voir sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans sujet? C'est la flèche verte ici. Et quand on clique là-dessus, on tombe sur plusieurs thèmes, arts et lettres, langue, mathématiques, sciences, etc. J'ai été voir arts et lettres, j'ai été voir à peu près tout d'ailleurs, mais si jamais on s'arrête rien qu'au principe de arts et lettres, on tombe sur histoire, anglais, philosophie, etc. Et il y a beaucoup de choses dans arts et lettres. Vous avez en haut, je ne sais pas si vous pouvez voir mon petit curseur, mais histoire de l'art, danse, anglais. Donc, vous avez beaucoup de thèmes qui sont pris. Et je peux vous faire remarquer ici que l'on a 1 à 15 sur 10 000 résultats. Donc, fondamentalement, French Revolution, English, etc., il y a 15 de ces petits couplets ici et fondamentalement, il y en a 10 000. Donc, on pourra aller beaucoup plus rien que pour arts et lettres. Et ça, c'est extraordinaire à mon avis. Ensuite, comme je suis une personne qui a besoin d'aide tout le temps, j'ai été vérifier est-ce qu'il y a de l'aide pour les professeurs, etc. Donc, il y a, quand on clique tout en haut ici, il y a un petit truc de rien du tout, je ne pourrais jamais dire c'est quoi. Je pense que c'est un petit bonhomme bizarrement conçu ou quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Quelqu'un de plus intelligent que moi pourrait le faire. On a aide et commentaires. Donc, je clique là-dessus et qu'est-ce que je vois? Enseignant comment démarrer. Alors, c'est assez bien expliqué d'ailleurs. Vous pouvez créer un compte gratuit, créer des listes, créer une classe, etc. Ce que j'ai fait tout de suite, c'est aller dans classe et créer une classe, rien que pour le plaisir, voir qu'est-ce qui se passe quand on crée une classe. Et une fois qu'on a créé cette classe-là, on clique là-dessus et ça nous dit, bon, création d'une nouvelle classe, nom de la classe, description, autoriser les membres de la classe à ajouter ou à supprimer des listes, autoriser les membres de la classe à inviter d'autres membres. On peut avoir un certain contrôle de ce qu'il se passe également. Choisissez un établissement. Donc, j'ai été agréablement surpris de voir que Concordia était là. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement plaisant.
Donc, j'ai continué fondamentalement. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais obtenir un essai gratuit de 30 jours une fois que j'ai créé ma classe. Alors, je me suis dit, est-ce que je m'inscris ou pas? Puis j'ai opté oui pour 30 jours. J'ai rien à perdre, donc je vais essayer plein de choses pendant 30 jours. Puis si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc, je me suis inscrit pendant 30 jours. Et d'ailleurs, après, ça m'a tellement plu que je me suis inscrit pour beaucoup plus longtemps que ça. Et ça coûte à peu près une vingtaine de dollars par année à utiliser ce cycle-là. Donc, mon cours que j'ai créé, c'était terminologie et mondialisation. Puis j'ai vu que parmi tout ce qu'il y avait, les membres, c'était seulement moi et mes étudiants. Donc, on peut partager ce lien d'invitation avec nos étudiants. Et il paraît plusieurs fois, comme vous pouvez probablement le remarquer, il paraît à la deuxième ligne. Et à la troisième flèche, excusez-moi, deuxième flèche, à la troisième flèche, il y a copier le lien. Et tout en bas, à la quatrième flèche, il y a encore une invitation pour le lien. Donc, on ne peut pas louper le fait qu'on peut inviter ses étudiants. Et j'ai trouvé ça très clair et très bien parce que j'ai une certaine tendance à oublier certaines choses quand je suis très pris dans mes pensées. Ensuite, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'une fois que la classe est faite, est constituée, disons, j'ai été voir et créer des listes. C'est la flèche noire tout en haut. Je me suis dit, bon, on va créer une liste de quelque chose, on va faire un essai et ça va être l'essai de cours 1 qui est à la droite ici où j'ai deux termes. Philippe Quignon qui est l'enseignant. Donc, j'ai cliqué sur la liste. Dans le cours terminologie et mondialisation, on voit bien qu'il s'agit des listes ici. Essai de cours 1, c'était avec deux termes seulement, et toujours le lien d'invitation si jamais on a des étudiants qui sont là. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est créer ma liste avec mes deux termes. J'ai pris quelque chose de très, très simple. Selon du but, qu'est-ce que la terminologie? Alors, si jamais vous cliquez sur cette fiche-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la réponse, tout simplement. C'est comme des cartes de mémoire, tout simplement. Une question, une réponse, une question, une réponse. Et ce qui est intéressant de savoir avec cette façon de procéder, c'est que ces cartes-là peuvent être transformées immédiatement en test en un clic. Vous cliquez sur test et ça devient ça. Donc, discipline qui permet, etc. Qu'est-ce que c'est? Et là, vos étudiants peuvent directement taper la réponse. Et comme c'est un logiciel anglais, on nous offre aussi la possibilité d'avoir tous nos accents aussi en français. J'ai trouvé ça très, très bon. Et on peut valider les réponses à la fin. Donc, vous pouvez avoir une cinquantaine de fiches qui peuvent se transformer en autant de questions à la toute fin. L'option diagramme, comme vous voyez, il y a un petit cerveau, un tout petit cerveau avec le cervelet, le lobe préfrontal, etc. Et il y a des petits ronds bleus sur ce cerveau-là. Et quand on met son curseur sur les ronds bleus, on a immédiatement ce que signifie, ce à quoi fait référence ce rond-là, ici le globe temporal. Ce n'est pas moi qui ai créé cette fiche et ce diagramme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exporter des fiches et des diagrammes des autres si les professeurs ont autorisé le partage avec d'autres enseignants. Et on peut donc avoir accès à beaucoup de fiches et d'outils comme ça. On peut voir aussi les évaluations qu'ont fait les gens de ce diagramme-là. Et sur 31 évaluations, la note moyenne, c'est 4,1. Donc, 82 ou 83%, ce n'est pas si mal. Et bien sûr, on peut en bas cliquer sur le bouton pour ajouter cette liste à votre classe. Donc, si vous aimez ça, faites OK. Et en appuyant sur le petit plus ici, vous incorporez ça dans votre classe et ça marche très, très bien. Donc, critique de Quizlet, le bon et le moins bon. Le bon, c'est l'utilisation facile pour la personne qui enseigne. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour comprendre comment ça fonctionnait et commencer à jouer avec le site web et à créer des fiches. C'est excellent pour faire réviser les concepts théoriques, je dois avouer, les cartes de mémoire, l'histoire, etc. C'est génial. Et comme je le dis, j'emploie déjà des cartes de papier dans mes classes pour faire en sorte que les étudiants puissent apprendre certains concepts.
Transformation en un clic des cartes mémoire en test, et ça c'est très bon pour les étudiants qui veulent réviser. Importation possible des listes d'autres étudiants, donc ça c'est toute une exploration à faire. Il y a 60 millions de cartes et il y a 500 millions de cartes, excusez-moi, et 60 millions d'utilisateurs. On a de quoi véritablement explorer. L'amélioration constante de l'offre, les nouvelles fonctions, les outils comme diagramme, on reçoit souvent des mises à jour et de ce qui est fait et ce qui est nouveau dans le site. Et ils sont assez prolifiques, disons. Le moins bon, bien sûr, c'est que ce sont seulement des cartes et des diagrammes pour l'instant, probablement, ce qui fait que la créativité pédagogique est limitée, mais c'est un défi qui peut être très stimulant pour certaines personnes comme moi. Comment trouver des moyens d'aller encore plus loin avec l'outil qu'on a. Donc ça, ce sont mes références. Et bien entendu, je vous dis merci.